Bonjour, aujourd'hui nous recevons Vincent Biolès. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir. Vous êtes gentil de me dire ça. Donc Vincent Biolès a 80 ans, 4 enfants, né à Montpellier, a toujours vécu à Montpellier. Donc a commencé à l'Enclos Saint-François, a été élève à l'Enclos Saint-François, élève indiscipliné, a commencé à dessiner pendant les cours, entre autres des caricatures pour faire rire ses camarades. Donc a commencé à dessiner à 4 ans, à peindre à 14 ans, enseigné les beaux-arts à Aix-en-Provence, à Nîmes, à Paris et à Montpellier. À Paris l'an dernier, à Montpellier d'abord. Voilà, donc aujourd'hui c'est l'expo phare à Montpellier qui marche bien. Une expo dans 2 endroits, au musée Fabre et à la maison des consuls au Mattel. Voilà, c'est la consécration, et ça jusqu'au 10 octobre. On peut voir, je crois, 300 œuvres, 300 peintures. Presque jusqu'au 10 octobre, le 6 octobre. Et il y a, oui, à peu près 200, 220 ou 230 œuvres, mais dont beaucoup de dessins et de croquis, qui sont des choses de petit format. Et je pense qu'il y a à peu près 150 tableaux proprement dit. D'accord. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Vincent Biolès, c'est un membre fondateur du groupe Support Surface, mouvement radical d'expression dans les années 60. Non, c'est après 68. Après 68. Oui, c'est dans les années 60, j'étais aux Beaux-Arts à Montpellier et je n'avais que 20 ans. Non, le groupe Support Surface a été la continuation de ce que nous avions commencé à Montpellier avec des camarades, avec Alkema, Zemar et Clément, sous le nom de ABC Productions. Et puis en 70, donc j'ai été invité par Claude Viala à participer à cette exposition, la première exposition du groupe Support Surface, qui a eu lieu à Paris, à l'Arc, et organisée par Gaudibert. Très bien, donc ensuite il est revenu au figuratif. Alors après, j'ai fait le bon travail, là, j'ai pris du plaisir à faire de la peinture non figurative pendant plusieurs années. Et puis à un moment donné, je m'en suis progressivement détourné, estimant qu'elle ne me permettait pas de m'exprimer complètement. Mais ça, c'est très subjectif, ça. Donc il est revenu à une peinture, voilà, plus figurative, un peu hétéroclite, avec des nus, des paysages, des choses différentes, le Pic-Saint-Loup, les étangs. Voilà, pas mal de Oui, choses. le monde est hétéroclite. Si on s'intéresse à la réalité est hétéroclite. Et l'hétéroclicité de la réalité, c'est plus difficile dans l'art moderne, dans l'art abstrait. Non, on ne peut pas dire ça. L'art abstrait était considéré comme un progrès objectif au XXe siècle, et c'est un fait, c'est une réalité, parce qu'il a obligé justement les artistes qui ont fait de la peinture figurative à la penser autrement, c'est-à-dire à inventer un autre langage figuratif que le langage qui précédait l'aventure de la peinture abstraite. Voilà, donc sa Madeleine de Proust, c'est la musique de chambre, le violon, si son arthrose. Oui, alors là, la Madeleine de Proust, là, c'est une expression qui ne signifie plus rien, parce que dans la recherche du temps perdu, l'expérience faite par Proust est l'expérience de la réminiscence et du pouvoir de reconstitution du passé, mais ça n'a strictement rien à voir avec le plaisir que l'on peut avoir à manger une Madeleine si on aime ça. Alors, donc la musique n'est pas ma Madeleine de Proust, c'est simplement un goût que j'ai pour la musique et que je partage avec ma femme et les membres de ma famille et des amis. Bon, qualité, sens de l'observation, apprendre à regarder. Vous m'avez dit, quand on fait son examen de conscience, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de qualité. Mais bien entendu. Voilà. En général, je reçois des hommes politiques et ils ont beaucoup de qualités et peu de défauts. Et alors, vous, vos défauts, c'est l'indifférence, la vanité, l'orgueil, la paresse. Vous avez beaucoup de défauts. Mais comme tout le monde. Comme tout le monde. Alors, à condition, ce qu'il faut, c'est qu'il faut le savoir. Il faut savoir que les êtres humains ne sont pas des gens bien du tout. Mais par contre, ils peuvent le devenir s'ils sont intelligents et volontaires. Et s'ils font justement leur examen de conscience. Mais ça, c'est une chose qui est assez rare. Très bien, donc on va essayer de faire notre examen de conscience. Bon, à la une du prochain numéro de la Glorieuse, le 847, donc une donc sur la violence conjugale,
un témoignage étonnant et saisissant d'une personne qui vit depuis plusieurs années sous ce système de violence dans sa famille. Voilà. Ensuite, on revient sur le thermomètre qui s'affole et les coups de chaleur qui se resserrent. On prépare la rentrée avec les municipales vers des alliances à la rentrée. Quelles alliances? Et enfin, on revient sur le feuilleton de l'été, à Béziers, avec le système Abella. C'est mieux que Benalla, le feuilleton de l'été dernier au niveau national. Voilà. Donc Vincent Bioulès, est-ce que vous connaissez La Glorieuse? Vous m'avez dit que vous ne disiez pas. Non, vous connaissez je pas. connais simplement le titre parce que j'en ai vu des numéros accrochés dans un bureau de tabac. Nous avons évoqué tout à l'heure les caricatures. Donc pour nous, on fait des articles et du dessin de presse. Donc on fait un peu de dessin. Voilà, cela représente pour vous quoi la caricature et le dessin de presse? Rien, parce que c'est pas des choses qui m'intéressent. Quand je faisais des caricatures au collège, c'était pour faire rire ma copain et pour me distraire, parce que le cours de grec ou de latin me paraissait fastidieux, mais il n'y avait aucune intention moralisatrice, contrairement, semble-t-il, aux dessins de presse ou aux caricatures de presse, qui ont toujours pour but, finalement, de dénoncer quelque chose au bénéfice d'une autre conception de l'existence. D'accord. Donc ce système de dénonciation, c'est pas quelque chose qui... J'aime pas les gens qui dénoncent. Oui, c'est sûr. Bon, ça c'est dégueulasse. Parce que bon, il y a quand même eu dernièrement, avec cet attentat là contre les caricaturistes, mais ça, je condamne absolument toute forme d'attentat. Voilà, il y a eu un attentat quand même sévère. Mais bien entendu, mais ça, personne ne peut le justifier. Voilà. Donc il dénonçait quand même une certaine liberté d'expression. Non, c'est la bêtise humaine, cet attentat. Si vous commencez à vous en prendre à la bêtise humaine, plusieurs vies ne suffiront jamais pour arriver à l'extraire. Vous savez, quand il y a l'homme, il y a l'hommerie. Et c'est quelque chose de très singulier. L'hommerie. L'hommerie, oui. L'homme et l'hommerie. L'hommerie, c'est la connerie des hommes. D'accord. Okay. Dans la peinture, il y a le trait et les couleurs. Qu'est-ce qui est primordial? Pour moi, c'est le dessin. Parce que c'est le dessin qui va permettre à la couleur de s'épanouir vraiment. Lorsque nous étions jeunes, nous nous amusions à dire, avec une formule marxiste un peu facile, que la contradiction principale de la peinture était le conflit de la couleur et du dessin. Et maintenant, je suis persuadé que c'est le dessin qui permet de délivrer la couleur et de donner à notre geste sa véritable ampleur. Mais le dessin ne consiste pas à emprisonner une forme par un trait. C'est la perception du volume, c'est la perception de l'espace. Le terme de dessin est très vaste, parce qu'on a tendance à le réduire à l'usage du crayon HB et du dessin en noir et blanc. On peut dessiner au pinceau, on peut directement. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre attachement à votre ville? Oui, j'y suis né et je l'ai toujours aimé. Alors quand j'étais jeune, au mois d'août, elle était merveilleuse parce qu'elle paraissait évacuée. Elle était entièrement vide. Et on pouvait y rêver à loisir et s'y ennuyer d'une manière délicieuse. Maintenant, c'est très difficile de pouvoir s'ennuyer d'une façon délicieuse. Parce qu'on est happé par un nombre de distractions incroyables. Quel genre de distraction? Le bruit, les événements, tout ça. Le téléphone portable, en fait, tout ce qui empêche aux gens de garder le silence et de regarder. On ne peut plus flâner aujourd'hui. Difficile de flâner. Vous étiez très ému lors de l'inauguration de votre expo au musée Fabre. Ah, bien sûr, oui. On l'a remarqué. Non, mais je pense même que l'émotion, c'est la voie royale de la connaissance. C'est pas du tout l'intellect qui nous permet mais c'est l'émotion qui nous permet de comprendre. Parce qu'elle permet à notre système nerveux d'entrer en contact avec l'organisation intellectuelle de notre cerveau.
Donc à part l'émotion, pourquoi faut-il aller voir cette exposition? Bah, si on s'intéresse à la peinture, il faut aller la voir. Voilà. Si on aime la peinture, les expositions, c'est fait pour les gens qui aiment la peinture. Et que pensez-vous de la réflexion de Georges Braque? La peinture est de plus en plus proche de la poésie, maintenant que la photographie l'a libérée du besoin de raconter une histoire. Alors ça correspond tout à fait à la psychologie d'une époque. Ça n'ajoute ni n'enlève quoi que ce soit au talent, voire au génie de Braque, mais c'est une réflexion qui est très datée. D'accord. Parce que effectivement, il y a eu la peinture a eu des rôles différents dans l'histoire. À un moment donné, par exemple, le portrait au XIXe siècle, les grands portraits bourgeois du XIXe siècle sont une forme particulière de la peinture. Alors ils peuvent être magnifiques, comme ceux faits par Courbet ou Delacroix, qui sont par exemple, je pense, aux tableaux qui sont au musée Fabre, ou alors ils peuvent être un peu plus ennuyeux, comme les portraits de Bonnat ou les portraits de certains peintres académiques, qui sont moins intéressants. Mais la photographie a fait très peur aux peintres, mais les peintres s'en sont servis très tôt. La connaissance de la chambre claire ou la caméra obscura sont des choses qui sont très très anciennes. Un tableau tel que celui de Vermeer représentant la vue de Delft a été fait avec sûrement un report à partir d'une image produite par une caméra obscura. Est-ce que votre peinture raconte une histoire? Parfois, certains de mes tableaux racontent des histoires, voire non pas des anecdotes, mais oui, une histoire, un bout de roman, si vous voulez. J'aimerais que certains de mes tableaux, on puisse y entrer comme on entre dans l'espace d'un roman. Mais alors j'ai fait des peintures à un moment donné avec des références à la mythologie ou à des scènes religieuses, et que j'ai insérées dans des paysages languedociens. Donc j'ai essayé de donner au paysage une deuxième dimension en y introduisant non pas des anecdotes, mais des faits qui m'intéressaient, qui suscitaient mon intérêt, oui. Vous avez été l'ami du comédien Philippe Noiret. L'ami, je l'ai rencontré, nous sommes très bien entendus du premier coup. Et il s'intéressait à la peinture, il avait des tableaux de moi, oui. Ouais. Mais je l'ai peu connu, c'est mon ami Dominique Gutters qui m'a présenté à lui. D'accord. C'était un amateur de vos peintures. Oui, oui. Il aimait la peinture. Ok. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises? Oui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, d'abord ici, lors d'une exposition, puis après il est venu à la maison, puis je l'ai revu à Paris. D'accord. Vous avez aussi participé au tournage d'un film. Par souci de discrétion, on ne vous reconnaît pas. C'est-à-dire? On vous voit de dos, c'est ça? On vous voit non, on ne voit pas du tout. Non, on ne voit pas du tout. Non, on ne voit pas du tout. J'ai travaillé avec Chabrol pour un film qui s'appelait Au cœur du mensonge, avec Sandrine Bonner et Gamblin. Et Gamblin était un peintre dans le film. Et j'ai fait un tableau qui permettait, j'allais dire, de continuer le film, parce qu'il fallait voir un tableau. Donc le peintre avait l'intuition que sa femme l'avait trompé avec quelqu'un d'autre, etc. Donc il y avait une espèce d'image en tête. Et donc je devais peindre un tableau qui évoquait au fond ce fantasme et qui permettait donc de continuer le film. Donc j'ai peint ce tableau et alors Chabrol m'a téléphoné en me disant qu'il était très satisfait de ce que j'avais fait et ça m'avait fait plaisir à l'époque, bien sûr. Mais là j'ai été un sorte de conseiller technique dans ce film. D'accord. Vous faites partie du groupe Support Surface à ses débuts et vous en êtes progressivement éloigné. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, parce qu'il y avait des questions de pouvoir entre mes camarades, de prise de pouvoir entre un groupe qui vivait à Paris, un groupe qui vivait à Montpellier, et puis ensuite il y avait à mon avis à un moment donné une dimension politique exorbitante qui n'était pas, j'allais dire, au fond qui n'était pas raisonnable, notamment concernant la pensée de Mao Tse-tung. Et donc j'ai eu l'intuition que nous faisions fausse route si nous allions dans cette direction. Mais je dois dire que ma génération a été très sensibilisée à la politique.
Alors, ce qui est amusant, et on le dit aujourd'hui volontiers, notre pensée venait de l'Est, mais nos influences artistiques venaient de l'Ouest. C'était la peinture américaine que nous étions, et c'était au fond un marxisme un peu simplifié qui nous servait pour penser, pour réfléchir. La sculptrice Louise Bourgeois est portée au nu, là, elle figure au musée Guggenheim. Et la Montpelliéraine Germaine Richier, dont elle s'est inspirée, est pratiquement oubliée. Pratiquement oubliée, pas tout à fait, quand même, parce que justement, je connais des gens qui vont... on va lui rendre hommage, et vous savez, le destin d'un artiste est très lié à une histoire de marché. Pourquoi finalement Germaine Richier n'est-elle pas restée en scène longtemps? C'est pour des raisons sûrement qui la regardent aussi et qui ont regardé son entourage, mais c'est pas de son art qui est en question. Que pensez-vous de la mainmise de quelques collectionneurs et de quelques salles des ventes sur le marché de l'art? Eh bien, si les collectionneurs remplacent les mécènes d'autrefois, remplacent l'Église, remplacent les princes, remplacent les gens qui avaient de l'argent, les grands bourgeois qui commandaient des tableaux, et c'est simplement un déplacement du marché qui porte un autre nom. Et que pensez-vous du peintre new-yorkais Basquiat? Alors, Basquiat, c'est un phénomène... Qu'on considère comme un génie de l'art pictural contemporain. Basquiat a inventé, j'allais dire, une forme de graffiti extrêmement dynamique et qui mettait l'accent sur des conditions de vie spécifiques à New York. Et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui l'art de rue, Basquiat en est en quelque sorte l'inventeur, le promoteur, mais ce qui malheureusement porte atteinte complètement à la compréhension de Basquiat, c'est tous les imitateurs de second ordre qui ont voulu faire du Basquiat. Bon. Et même question pour Jeff Koons. Alors Jeff Koons, je connais mal. Tout le monde avait été horrifié lorsqu'on avait vu un Jeff Koons à Versailles. Personnellement, ça m'avait sur le moment un peu amusé, ça avait un côté kitsch. Mais ce que je déteste, c'est quand on déifie et que on sclérose un artiste. Jeff Koons, il y a des choses qui ont pu m'intéresser, mais je suis à 1 milliard d'années de lumière de ces préoccupations-là. Mais c'est pas parce que je suis très éloigné de certaines choses que je les condamne forcément. Vous pensez quoi de l'art contemporain et du MoCo? Eh bien, je pense que c'était nécessaire qu'il y ait un centre d'art de ce type à Montpellier, parce qu'il y a de nouvelles formes d'art, de nouvelles formes d'expression qui sont en train de naître et qui n'ont rien à voir avec la peinture. Et donc, le musée Fabre est un musée essentiellement dédié à la peinture et à ce qui caractérise la peinture proprement dite, c'est-à-dire une compréhension sensuelle et physique de l'art, alors que beaucoup de formes d'art contemporain sont au contraire très très cérébrales, très mentales, et consistent finalement en la mise en scène de certaines idées. Parce que la sensualité, elle est aussi dans votre œuvre, dans votre peinture. Ben, elle est plus dans votre peinture qu'au MoCo quand même, si. Oui, non, mais bien sûr, mais la peinture est par essence, c'est pas un art sensuel. Bon, et l'art conceptuel est un art beaucoup plus mental, beaucoup plus intellectuel. Mais on peut avoir des jouissances mentales et intellectuelles. Mais je préfère les jouissances physiques. D'accord. Qu'est-ce que l'enseignement a apporté à votre peinture? Eh bien, de faire la clarté dans ma tête. Parce que, d'abord, un bon professeur est quelqu'un qui sait à quel point l'autre ne sait pas. Il ne faut jamais partir du fait que l'autre auquel on enseigne sait quelque chose. Donc il faut lui apprendre véritablement des rudiments. Et de manière à ce qu'il puisse construire petit à petit, à partir de ces rudiments, une œuvre personnelle et une réflexion personnelle. Et donc quand on enseigne, on est obligé de... La première chose qu'il faut faire, c'est d'essayer d'être clair. Et de ne jamais répondre par des à peu près aux questions qui nous sont posées. Donc ça oblige à réfléchir sur son propre travail. Et puis ensuite, j'ai beaucoup dessiné avec mes étudiants, en leur enseignant mon dessin. J'ai dessiné avec eux.
Et donc, au fond, j'étais finalement comme eux, avec simplement, j'allais dire, la différence d'âge, qui fait que j'avais une expérience qui était plus ancienne que la leur. Mais il n'y avait pas de différence en sens ça. Et qu'avez-vous pris comme inspiration chez les autres peintres? Tout. Chez qui en particulier? Tout m'appartient dans l'histoire de l'art. D'abord chez les peintres primitifs italiens, le goût des aplats colorés, de la composition. Ensuite, j'ai beaucoup aimé, à un moment donné, la peinture, la grande tradition de la peinture française. Je pense, mettons, à Poussin ou à Ingres, à cause de sa tenue et, j'allais dire, de sa retenue. Ensuite, j'ai aimé passionnément Cézanne, et puis j'ai aimé passionnément Matisse. Et maintenant, j'allais dire, je considère l'histoire de l'art comme un fragment de la nature. C'est-à-dire que on peut avoir envie de dessiner tout ce que je vois, et je peux me servir de tout ce que l'histoire de l'art me permet de connaître. Dans vos dernières productions, il y a une quête de simplicité. Ça, ce serait bien si c'était vrai. Et au fond, la simplicité, c'est pas essentiel. Ben, c'est difficile à acquérir. Parce qu'il faut se dépouiller d'énormément de choses. Et il faut surtout arriver à être simple. C'est l'aventure de toute une vie. Et vous avez remarqué d'ailleurs que les gens simples sont toujours ceux qui sont les plus étonnants. Et d'être venu à la figuration, c'est aussi aller vers la simplicité. Ça, pas forcément, mais ça fait partie de ma vie. Et alors justement, à l'intérieur de la question de la figuration, il ne s'agissait pas de revenir à la peinture que j'avais fait avant de faire de la peinture abstraite. Il me fallait, j'allais dire, peindre, figurer à nouveau, en tenant compte de l'expérience que j'avais fait de la peinture non figurative, et essayer d'inventer un langage qui me soit propre, qui soit le mien, qui fait que je crois qu'il y a une chose qui me fait plaisir et que l'on m'a dit, c'est que même si mes tableaux sont hétéroclites, comme vous avez dit tout à l'heure, on voit bien qu'ils sont faits par la même personne. Et ils ont une parenté peut-être mystérieuse et qui est due au rôle de la main, au rôle du corps du peintre. Parce qu'on ne peut pas tricher avec son corps. On peut tricher avec sa tête, tant qu'on veut, avec les idées. Mais on ne peut pas tricher avec son corps. Que feriez-vous pour les arts si vous étiez ministre de la Culture? Je ne sais pas du tout ce que je ferais. D'abord, je ficherais la paix aux artistes. On leur fiche la paix déjà, non? Sûrement, mais... un peu plus, quoi. Non, mais si vous voulez, il faut, quand on a des responsabilités importantes dans le domaine des institutions artistiques, on a tendance à s'exprimer par personne interposée. C'est-à-dire, on fait des choix, et ces choix, finalement, représentent au fond le goût, ou représenteraient le goût de qui détient le pouvoir. Et alors, il y a une chose qui m'a toujours beaucoup amusé, c'est que lorsqu'on voit des photographies d'hommes politiques, mettons dans leur bureau, on ne voit jamais derrière eux un tableau figuratif. Par exemple, il n'est pas question de mettre un bouquet de fleurs ou une nature morte ou quoi que ce soit. On met toujours une peinture abstraite, parce que comme ça, ils ont un champ ils sont beaucoup plus libres, puisque chacun peut y voir ce qu'il veut. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous indigne aujourd'hui? Ce qui m'indigne, c'est la brutalité des individus, l'individualisme. Ça va croissant. Alors, je ne veux pas me laisser avoir et dire comme tout le monde que ça va de plus en plus mal. Parce que je suis né, vous savez, à une époque, lorsque j'avais... ça allait très mal à l'époque. Bon, bien entendu. Hein. Bon, la persécution des Juifs, les guerres, etc. Et puis les guerres coloniales, toute ma jeunesse a été marquée par la guerre. Et c'est des choses épouvantables. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est le bordel, mais c'est quand même, à mon avis, quand même moins dramatique que ce que nous avons vécu. Seulement, on est confronté à des choses tout à fait nouvelles. Par exemple, j'ignore tout
je ne sais pas me servir d'un ordinateur, je ne sais pas me servir de mon téléphone pour photographier ou faire quoi que ce soit, et j'ignore tout ce que l'on appelle les réseaux sociaux, mais dont j'entends beaucoup parler. Et le fait de pouvoir dire du mal de son prochain sans, d'une manière anonyme, par l'intermédiaire de... Je trouve ça dégueulasse. C'est insupportable. Voilà. Et c'est vrai que ça existe aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est une grande brutalité affreuse. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous devez avoir à peu près 15 ou 20%, peut-être plus, de comptes qui sont des comptes cachés, où les gens disent n'importe quoi. Oui. Voilà, donc on va terminer par la question chapeau. Voilà, si vous voulez tirer un papier et nous lire. Il faudra que je réponde. Et répondre surtout, parce que... Vous arrivez à lire? Alors oui, vous êtes certainement plus sensible que comme un immortel à l'état de la nature. Ça, c'est tout à fait évident. Mais après, il y a beaucoup de gens qui sont actuellement très sensibles à la nature. Hein. Bon, la nature est quelque chose qui réapparaît comme une réalité, parce que justement, elle a du plomb dans elle. Ouais, vous, votre matière, c'est la nature. Est-ce que vous inspirez à la répétition des canicules? Alors, Canicula, c'est la constellation du petit chien. Les Anglais disent The Dog's Days. Hein, et c'est généralement la température qui fait la première quinzaine du mois d'août. C'est ça la canicule. Seulement quand ce phénomène se produit début juin, eh ben, ou à la fin juin, on est désarçonné. Et effectivement, alors, j'espère que les désagréments qui sont liés mettons, à la canicule ou à la répétition des canicules fera que les gens prendront davantage conscience du rôle que nous devons avoir pour la protection justement de l'environnement. Mais il faut toujours que des catastrophes se produisent pour que les gens se mettent au boulot. Mais tout à l'heure, dans votre présentation, on a parlé de votre sens de l'observation, de votre regard sur la nature, parce que pour bien la peindre, il faut bien la regarder. Ah ben bien sûr. Il faut beaucoup regarder. Et est-ce que vous voyez des modifications aujourd'hui sur la nature, sur l'environnement? Les étangs, le Pic Saint-Loup, l'arrière-pays. Alors l'arrière-pays est très protégé justement parce qu'il y a une communauté de communes autour du Pic Saint-Loup et c'est presque devenu un lieu mythique. Par exemple, j'ai des amis qui sont viticulteurs qui voulaient construire un chai et ils ont les pires ennuis parce qu'on ne peut pas construire. Bon, ou alors il faut les dissimuler de telle manière, c'est très, très compliqué. Alors là, il y a des lieux qui sont complètement privilégiés qui ressemblent au fond à des réserves. Mais ce qui est dramatique dans l'idée de la réserve naturelle, c'est qu'elle permet, à gauche et à droite de la réserve, de faire n'importe quoi. Et je pense que, par exemple, l'aménagement du littoral, ici, à mon avis, je le trouve consternant. Et je ne veux pas, quand j'étais jeune, je n'avais pas, comment dirais-je, beaucoup d'attirance pour l'architecture de la Grande Motte, mais au moins le mérite de la Grande Motte est d'avoir été dessiné avec précision et occuper un espace précis, avoir un boisement, une présence des arbres, des paparasols et des boucliers qui est considérable, et de former un tout cohérent. Et ce qui me choque le plus, c'est l'incohérence du paysage maintenant entre Montpellier et la mer. Mais, comme je suis peintre, il y a certains soirs où il y a une lumière qui est tellement belle que ces lieux désolants deviennent miraculeusement beaux. D'accord. Vous peignez où en ce moment? À l'atelier. C'était trop chaud pour aller dehors. Mais quand il fera un petit peu plus frais... je veux retourner travailler sur le bord de l'étang. Sur le bord de l'étang de l'Or, oui. D'accord. Et vous peignez où? De quel bord? Alors je peins de... Si je peux me permettre. Alors, vous pouvez me poser la question. Je le fais... il y a un endroit où quand il faut revenir sur ses pas, c'est-à-dire il faut aller, mettons, jusqu'au Grand Terre, puis revenir. Puis à un moment donné, là, on passe sur un pont, et là j'allais dire, la route, il y a un endroit où on peut parquer sa voiture, on peut franchir une barrière métallique, et on peut s'installer pour dessiner, pour peindre. Alors on fait des paysages qui donnent l'impression d'un calme absolu, alors que vous avez à votre gauche des passages... Vous avez l'autoroute, de camions et de voitures qui nous cassent les oreilles. Puis en face, vous avez l'aéroport. Oui. Aussi, donc d'être... Oui, mais il y a un endroit où on peut isoler quelque chose qui est miraculeux encore. Très bien, je vous remercie. Moi aussi.